parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador. Ici, la parole est directe. Avant d'introduire notre invité, Akumba, une information, un message. Deux petits messages que j'ai reçus. Le premier est d'une source de valeur. D'accord. Qui dit ceci, je cite, Moussa Camara s'est distingué dans des démarches de ce genre. Il était aussi l'accompagnateur des Chinois de SD Mining, opposé au groupe de M. Ahmed Kanté. Il était très menaçant à l'endroit de certains cadres du ministère donc des Mines. Il était dans beaucoup de ministères dans ce genre de démarche. C'est une information qui nous a été envoyée par une source de valeur parce que c'est une source à laquelle j'ai vraiment confiance. Ensuite, il y a une source interne à Sogiz qui me dit ceci. Monsieur Akumba, c'est le montant que vous évoquez pour le paiement, donc c'est 20% d'avance de démarrage plus premier décompte du projet qui est de 38 milliards plus 11 autres milliards. Je voulais vraiment partager ces deux messages-là. Merci Akumba. À présent, il est avec nous notre invité, le premier en studio, Monsieur Boubacar Sidiki Diallo, président du parti UMP. Monsieur Diallo, bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci. Alors, pour commencer très rapidement, nous parlions tout à l'heure de la mission conjointe CEDEAO-ONU qui a donc séjourné à Conakry. Après donc l'évaluation de l'évolution de la transition, leur conclusion est que la junte n'a pas respecté les 6 mois de délai qui leur a été accordé pour revenir à l'ordre constitutionnel. Il constate aussi qu'il y a une absence totale de cadre de dialogue. Il faut donc l'instaurer pour éviter, si vous voulez, le pire. Quelle est votre analyse déjà sur cette actualité ? Merci à vous et merci aux auditeurs. J'aimerais d'abord présenter mes condoléances à la famille des victimes de l'éboulement dans la mine de Koussitel et appeler également aux autorités de prendre leurs responsabilités. On ne peut pas aller à des légèretés du genre. On est en train aujourd'hui d'exploiter sauvagement une mine qui a des enjeux dans l'environnement et aujourd'hui même ça prend des allures criminelles. Après qu'on fasse qu'on prenne de légères décisions pour ça. Donc justement, ça nous ramène un peu à l'attention que le président Doumbouya a eue de la situation lors du Conseil des ministres d'hier. Est-ce que vous pensez le fait juste de compatir et de dire au gouvernement de soutenir les victimes ne suffisait pas? Non, mais vous savez, lorsqu'il y a mort d'homme, c'est qu'il y a un crime. S'il y a crime, il y a un responsable. Donc, il fallait d'abord envoyer les autorités judiciaires pour mener des enquêtes préliminaires parce que la mine est censée officiellement ne pas être fonctionnelle. Absolument. Donc, si quelqu'un meurt par l'effet d'une activité minière, ça veut dire que les autorités sont défaillantes. Ou il y a des civils qui ont été coupables de quelque chose. Donc il faut établir d'abord des... Donc vous aurez attendu de Doumbouya que lors du conseil d'hier, qu'il instruise directement d'ouvrir une enquête. Voilà. Et aussi, le procureur de la juridiction dans laquelle ça s'est fait n'a même pas à attendre qu'un président lui dise ce qu'il doit faire. Absolument. L'action publique appartient au procureur de la République. Donc à l'image du procureur de Kindia. Exactement. Dans le cas de... Donc c'est ce qui est déplorable ici. La justice est tellement bureaucratisée que même ceux qui doivent opérer sur le terrain ne le font pas. Ils attendent une hiérarchie administrative. Donc si la justice est la boussole, c'est le moment de le prouver. Bien. Pas sur les politiques. Maintenant, revenant à la CEDEAO. La CEDEAO, le problème, c'est que... La mission conjointe. La mission conjointe, c'est que je vois des Guinéens toujours porter leur espoir sur la CEDEAO. La CEDEAO s'est auto-flagellée depuis qu'elle a pris les sanctions contre le Mali. Vous êtes une institution internationale regroupant des pays sur la base d'un concept irréfragable qui est la libre circulation des biens et services entre ses différents membres. Et vous prenez une décision de fermer un pays et d'interdire cette libre circulation. Vous ne l'avez pris sur aucun texte qui vous régisse. Dès l'instant, la CEDEAO s'est tiré une balle dans la tête. Qu'est-ce qu'un Africain peut attendre d'une institution comme ça ? Elle a complètement dévié de sa trajectoire. Ce n'était pas pour sauver des gens, ce n'était pas pour rétablir un équilibre, ni pour dire le droit, ni pour poser un acte dont le précédent peut être utilisé demain pour la paix, la cohésion et autres. D'accord ? Donc, ce qui veut dire qu'ils ne feront pas la lumière en Guinée.
Alors, s'ils viennent, c'était pour demander aux autorités de la transition de la situation. Mais d'abord, la première condamnation qu'ils ont donnée, elle est faite sur une base irrationnelle. Quelqu'un vient, il prend le pouvoir par la force et vous lui dites, on te donne 6 mois, sinon tu es condamné. Après, ils font des condamnations politiques. C'est un standard. C'est irrationnel. Il n'y a pas de standard dans un calcul qui n'est même pas fait. La CEDEAO se réveille de façon émotionnelle et puis ils prennent des délais, ils jettent dans des pays. Mais est-ce qu'ils savent quelles sont les réalités dans ces pays-là? Ça, ce n'était pas, pas réaliste. Ce n'était même pas réaliste. Oui. Ce délai de 6 mois. On est pratiquement d'accord là-dessus. Oui. Mais en temps normal, quand il y a vacances de pouvoir, c'est le délai. Et ils prennent le délai de vacances dans une période de transition. Bien. Ce qui est complètement tronqué. Alors aujourd'hui, ils viennent encore ici. Regardez, quand on faisait la réclamation à la CEDEAO, depuis avant qu'on ait changé la constitution, on a demandé à la CEDEAO toute l'aide dans le cadre de rester conforme aux dispositions de la loi, des normes de la démocratie. La CEDEAO n'a jamais rien réagi, elle n'a jamais rien réglé. Donc aujourd'hui, les Guinéens, s'ils sont conséquents, c'est entre nous qu'on doit se parler. Bien. Mais sauf que Boubacar Sidiki, vous qui êtes juriste, il y a eu un référendum en Guinée. Oui, le référendum, c'est avant le référendum. Maintenant, quand le référendum a eu lieu, donc ça, c'est le référendum. C'est-à-dire, moi, j'ai combattu le changement de la Constitution, mais une fois que ça a été consommé, j'ai respecté. C'est ça le devoir de quelqu'un qui respecte le droit. Voilà, on veut faire réagir par rapport à l'actualité, c'est celle relative à la récupération des domaines de l'État. Si tu me permets, Mohamed, je ne vais pas t'interrompre, mais juste sur la mission, parce que vous avez dit tout à l'heure en concluant que c'est plutôt entre Guinéens que le dialogue doit se faire. Et là, je crois que c'est un dénominateur commun. Pour la CEDEAO et pour les Guinéens, qu'il n'y a pas de dialogue là aussi, qu'est-ce que vous dites? Parce que ce dialogue n'existe pas. Et quand vous constatez que ce gouvernement interdit à ces missions comme cela de ne pas rencontrer vous, acteurs politiques, et les acteurs sociaux, il y a quel problème que vous constatez là? En fait, aujourd'hui, il y a un seul problème, mais dont les perceptions varient en fonction des acteurs. Il y en a qui voulaient un cadre de dialogue hier, il y en a qui le réclament aujourd'hui, il y en a qui le veulent pour demain. Donc chacun réclame à sa façon. Le cadre qu'on demande par exemple aux autorités, les autorités n'associent pas les politiques dans ce qu'ils font. À l'UMP, personnellement, ça ne nous dérange pas. Parce qu'on a dans nos mémos demandé au CNRD de ne pas associer les politiques. Pourquoi? Oui, tous les accords politiques de ce pays ont été faits entre la mouvance et cette opposition. Tout à fait. Et ça a enfanté la violation des lois. Et ça, par qui? Par les deux parties. D'ailleurs, vous comprenez? La CENI a été une institution qui a été obtenue de longues luttes. Mais à la conclusion, 3 parties négocient pour se partager la CENI. On ne va plus rentrer dans ce schéma-là. Une institution nationale se trouve caporalisée par 3 partis politiques et le travail, aucune CENI n'a fait un travail qui a satisfait aux besoins réels du Guinéen. Tous les Guinéens expriment un suffrage qui n'a jamais été respecté par la CENI. Donc, quand vous dites que c'est entre Guinéens qu'il doit y avoir dialogue, est-ce que vous êtes clair qu'il n'y a pas cette volonté venant du CNRD d'instaurer ce cadre de dialogue? Non, le CNRD aujourd'hui, ils ont déplié un agenda qui est visible, mais je ne sais pas pourquoi nous politiques, des fois, on a du mal à voir ça. Ah bon? Ils ont mis en place les institutions de la transition. Il y a eu un gouvernement transitoire, le président a prêté serment, avec l'accompagnement d'ailleurs de tous nos pairs politiques de l'opposition. Ensuite, ils ont mis en place le CNT. Et le CNT a dit, nous devons d'abord envoyer des missions à l'intérieur, contacter les citoyens à la base, recueillir l'avis de tout le monde, après venir maintenant qu'on puisse préparer les assises nationales. Alors, lorsque le président a pris le pouvoir, la première des choses qu'il a dites, il dit on va faire une refondation totale de l'État, mais on va le faire tous ensemble, tous les Guinéens. Mais tout le monde a accepté ça. J'aurais compris qu'on ait émis des réserves à ce moment-là, qu'on lui donne la légitimité jamais obtenue, et qu'au moment de démultiplier ça, on commence maintenant à lui créditer de mauvaises intentions. Vous comprenez? Oui. Donc aujourd'hui, le CNT a envoyé des missions à l'intérieur.
Mais si on doit écouter tous les Guinéens, parce que le CNT a compris ses limites. Bien. Le CNT ne représente pas tout le peuple de Guinée parce qu'ils ne sont pas élus. Donc, pour avoir plus de légitimité, ils amènent leurs membres pour aller interroger tous les Guinéens. Après, les Maliens, ils ont fixé la date des élections après les assises nationales. D'accord? Maintenant, après ces assises, le CNRD doit quand même créer le cadre de dialogue parce que le cadre de dialogue, à ce moment-là, sera indispensable parce que nous devons tous fixer la date de la transition. Vous pensez que c'est pas le CNT seulement qui a le droit de le faire. Vous pensez que les autres sont pressés en réclamant incessamment un cadre de dialogue? C'est mon avis. Ils sont pressés. Oui, donc, en vous entendant parler, il n'y a aucune nécessité, aucune urgence, aucune crise aujourd'hui pour ouvrir un cadre de dialogue. Non, si vous dites aucune crise, il y a une crise parce que les politiques commencent à revendiquer. Revendiquer quoi? Non, le cadre de dialogue. Il commence à mettre un accélérateur. Mais seulement nous, à l'UMP, on estime que le cadre de dialogue n'est vraiment indispensable qu'une fois le CNT aura recueilli l'avis des Guinéens et qu'ils doivent maintenant se retrouver pour parler des actes à poser pendant la transition et du processus de déroulé qui va aboutir à une conclusion pour fixer une date. Bien. Voilà. Mais Monsieur Diallo, peut-être avant de passer, est-ce que pour vous, il n'y a pas d'ambiguïté autour de l'article 77 de la charte de la transition qui dit que la durée de la transition doit être fixée de comme un accord entre le CNRD et les forces vives? Est-ce que pour vous, le vocable force vive désigne le CNT? Non. C'est-à-dire, même un fou sait que ça ne désigne pas le CNT. Le CNT n'a pas cette légitimité à fixer seule la date, la durée de la transition. C'est impossible. C'est pourquoi je vous dis, le CNT a quand même le travail d'aller interroger les citoyens parce qu'il joue le rôle d'une assemblée qui est censée représenter le peuple au nom duquel ils doivent édicter les lois. C'est aussi simple que ça. Maintenant, une fois qu'ils ont écouté ceux qui doivent et sont censés les donner le mandat, ils viennent maintenant avec les institutions politiques, sociales et autres. C'est nous tous qui reconstituons les forces vives. Et là, on s'assoit autour d'un cadre de dialogue pour dire voici ce que les Guinéens veulent, voici ce que doit être fait et en combien de temps on peut faire ça. Maintenant, le CNRD aussi, puisque c'est eux qui ont délogé le président élu, ils savent pourquoi ils l'ont fait. À ce moment-là, nous, les politiques, on était tous chez nous. Personne n'osait faire quoi que ce soit. Bien. Donc, quand ils ont pris le pouvoir, ils savent pourquoi ils l'ont pris. Et quand ils ont dit pourquoi ils l'ont pris, c'est une refondation totale. Nous avons tous applaudi. Alors pourquoi aujourd'hui on veut encore aller à un antagonisme? Moi je veux que les gens acceptent de se comprendre. Mais ici on a perverti le terme inclusion. Bien. Voilà, c'est-à-dire qu'on veut inclure tout le monde dans tous les débats, même si ce n'est pas nécessaire que vous soyez là. Alors, Emmanuel Mimoun là-dessus. Moi, ma question justement, c'est par rapport à la nécessité d'aller vers ce dialogue. Pour vous, ce n'est pas pressant pour l'instant en tout cas. Est-ce que vous avez aussi le sentiment, comme moi, que le CNRD, quelque part, se méfie de la classe politique? Mais elle devrait s'en méfier. Tout le mal de la Guinée est venu des politiques. Vous lui avez même proposé. Absolument. Absolument. Tout le mal de la Guinée est venu des politiques. Maintenant, quel est le politicien qui va donner des leçons de gouvernance? Vous savez, si vous étudiez les phénomènes politiques en Guinée, la victime et la belle victime, c'est les citoyens lambda. C'est tout. Aucun politicien n'est victime. Parce qu'il y avait une pyramide comme ça. Mais en quoi le CNRD devrait-il se méfier de la classe politique, y compris vous? Oui, parce que vous relevez de cette classe politique. Exactement. Qu'est-ce que vous reprochez exactement à cette classe politique? Nous avons une interférence dommageable sur le fonctionnement des institutions. Parce que nous participons à les pervertir par des accords qui les pervertissent. Oui, mais pour vous comprenez? Je vous donne un exemple. Je vais vous donner un exemple. Ces accords justement interviennent parce que la loi n'a pas été respectée. On ne respecte pas l'échéance des élections, on ne respecte pas justement la transparence des élections à laquelle vous faites allusion, parce que vous dites que la CENI a toujours proclamé des résultats autres que ceux, justement. Monsieur Barry, si un citoyen ne respecte pas la loi, les autres doivent le combattre, pas débattre avec lui. Bien. Et comment le combattre? C'est de poursuivre. Mais monsieur Diallo, je vais vous donner un exemple. Non, je vous précise juste excusez-moi, les cadres de dialogue. Les dialogues. Je vais vous donner un exemple. Non, je vous précise. C'est moi qui ai affirmé. Oui, d'accord. Les sessions de dialogue interviennent en Guinée souvent après des moments de crise sur fond de manifestation. C'est-à-dire que ces cadres de dialogue viennent
finalement mettre fin à des crises séquentielles. Vous savez comment ça se traduit? Le président viole la loi. Les politiciens qui sont là disent donc puisqu'ils violent la loi, on va aller au dialogue pour avoir notre part. Ils viennent et ils posent des conditions, on leur donne leur part et puis ils violent tous ensemble la loi maintenant, cette fois-ci sans antagonisme, et on dit oui c'est pour passer parce que l'autre a violé la loi. C'est comme ça on va diriger Je donne un exemple concret de ce que je dis là. Nous sommes dans une situation nouvelle. Le président Alpha Condé a mis les délégations spéciales. Tout le monde sait que c'est en flagrante violation des lois de la République. On a combattu, il y a eu 5 morts. On a dit bon on va faire le dialogue. Ils sont venus, au lieu de continuer à contraindre à respecter les lois, ils ont accepté d'amplifier cette forfaiture-là. Bien. Ils ont fait un dialogue qui les a permis de partager toutes les circonscriptions électorales en délégation spéciale. Donc cette fois-ci, ce n'est plus Alpha seulement qui a changé 2 ou 3 communes pour mettre une délégation spéciale, c'est tous les leaders qui avaient signé cet accord-là. Et il y a eu aussi le point 2, où on a enlevé l'élection des chefs de quartier pour les faire désigner par des responsables de parti. Et la Constitution dit que le mandat impératif est nul. Ça veut dire aucun responsable, aucun député n'est obligé de déférer à une injonction de sa base politique. Mais quand ils ont signé l'accord politique là, ils ont dit aux députés votez oui. Tout le monde a voté oui. Donc ils ont interféré dommageablement dans le fonctionnement d'une institution. Et comme je l'ai dit, voilà comment nous sommes dans une les accords enfantent. Nous sommes dans une nouvelle donne politique. Il n'y a plus d'opposition ni parti au pouvoir. Il y a une réalité qui est là, c'est qu'il faut dialoguer pour envisager le retour à l'ordre constitutionnel. Absolument. Et quand vous voyez le gouvernement, n'est-ce pas, empêcher par exemple des institutions internationales qui viennent en Guinée de rencontrer la classe politique pour que celle-là donne son avis sur comment on peut aller à ce retour de l'ordre constitutionnel et qui est l'absence totale de cadre de dialogue. Est-ce que vous ne pensez pas que cette transition justement est bancale de ce point de vue-là? Là, on ne parle plus du passé. Mais attendez, cette institution qui est venue, pour moi, elle avait plus de rôle à jouer avec l'intermédiaire État que nous, partis politiques. Bien. Vous comprenez? Nous, on demande juste qu'il y ait un chronogramme qu'on va évaluer et planifier ensemble. Mais l'État n'arrive même pas à satisfaire aux questions de l'institution internationale. Alors, qu'est-ce que cette mission-là a fait pour contraindre les gouvernants à sortir un chronogramme? Bien. C'est ça leur travail. Pour nous, leur mission doit servir à ça. Monsieur Diallo, puisque vous parlez de chronogramme, que pensez-vous du chronogramme dit confidentiel qui circule et qui entrevoit la présidentielle pour juin 2025? Ben, je pense que d'abord c'est pas officiel, ensuite c'est pas légal, et donc qu'est-ce qui n'est pas légal? Mais ce document-là, c'est un tract. Personne ne revendique sa signature. Bien. Moi, je suis leader politique. Mais le FNDC l'authentifie. Mais sur quelle base il n'est pas signé? Et celui qui est censé en être le géniteur n'a pas reconnu. Attendez, moi je ne rentre pas dans ces dénonciations-là. C'est ça le tract. Quand c'est pas signé, c'est pas revendiqué. Moi je crois. En mettant des si, et si ça devait être la ligne du CNRD, 4 ans de transition, qu'est-ce que vous en diriez? Mais avec si, vous mettez Paris dans une bouteille. Oui, allez-y. On ne peut pas aller à des si pour parler d'une gestion de l'État. Vous n'y croyez pas? Voilà ce que Monsieur Diallo, dans votre mémo, vous avez proposé quelle durée de transition? Entre 24 et 30 mois. Vous comprenez? Maintenant, on définit des activités qui sont vraiment, qu'il faut vraiment mener et les acteurs qui doivent le faire. Bien. On va passer à l'autre thématique, la récupération des biens de l'État. Mohamed Kaba. Voilà, je disais tantôt, monsieur le président, quelle est votre lecture sur la récente actualité relative à la récupération des domaines de l'État? Vous qui êtes juriste, est-ce que la pédagogie y était et est-ce que le droit a été dit? Alors, moi, vous savez, la Guinée est toujours, c'est comme disait quelqu'un, que c'est un pays anormalement normal. Et on crée des situations qu'on ne voit que même dans les films. C'est-à-dire que le CNRD veut récupérer les biens de l'État. Ce à quoi je souscris à 1000%. Et pour moi, il est inadmissible qu'un État qui avait 3000 bâtis publics se retrouve 20 ans, 25 ans après avec moins de 200 bâtis publics.
c'est même pas, on ne peut même pas spéculer dans ça. Ok? Donc il faut récupérer. Et vous savez que l'État, il a le pouvoir d'exproprier un privé de son bien réel pour cause d'utilité publique, quand il prouve l'utilité publique. Et aujourd'hui, l'État est en droit de prouver parce qu'ils ont 25 ministres qui ne peuvent pas loger. Mais au lieu d'exproprier le bien privé, ils disent comme nos biens ont été récupérés par nos gestionnaires à un moment où ils étaient en position de le faire, alors on récupère ça. Ce qui est en soi aussi une logique. Vous comprenez? Les fonctionnaires... Vous parlez des cas c'est le... Non, je parle de tous les cas où les gens ont acheté le patrimoine privé de l'État. Continuez. Ok, bâti ou non bâti. Alors, lorsque l'État veut récupérer son patrimoine privé, il doit se comporter en justiciable. Donc, il doit rester en justice, demander réparation, que le juge regarde les faits, le fondement et la vérité, que le juge le rétablisse après, suivant cette décision, il l'exécute. Donc, ça veut dire que, donc, à ce niveau, le CNRD a raté la procédure. Bien. Et ça ne se doit pas. Et je pense que ce n'est pas normal. Ils doivent très rapidement corriger ça. Maintenant, le principe du préalable ne s'accorde pas comme ça. C'est-à-dire, c'est dans la dimension où vous avez la prérogative de puissance publique. Mais alors, comment est-ce qu'ils l'ont exercé? Une loi dit que l'acte administratif est exécutable avant recours. Or, ce n'est pas une décision judiciaire qui demande aux gens-là de déguerpir, c'est une décision administrative. Donc, les gens étaient en devoir de libérer les lieux, mais ils ont leur droit de recours. C'est pourquoi, quand certains ont voulu résister, moi je leur ai conseillé, j'ai dit, lorsque l'acte administratif, que le contenu soit conforme ou non, l'acte en lui-même te fait obligation d'obtempérer. C'est comme aujourd'hui, le président signe un document ou n'importe quelle institution administrative, on dit, bon, Akumba est persona non grata en Guinée. Il ne va pas rester à Gawal pour dire, non, je fais le bouclier pour ne pas sortir, je suis guinéen et prouvé. Tout le monde sait qu'il est guinéen. Mais l'acte qui dit qu'il doit sortir, le sortira. Après, il fera son recours, il apportera ses preuves et la justice dira le droit, il reviendra dans son pays. Voilà ce qui est. Est-ce que pour vous, voilà l'amalgame où les gens mélangeaient les choses. Pourquoi on expulse Paul et Pierre? De quel droit ils ont le titre foncier? Votre titre foncier ne vous met pas à l'abri de l'exécution d'un acte administratif. Est-ce que M. Diallo, ça veut dire que c'est le SIDIA n'avait même pas à faire un recours à référer? Il devait d'abord s'exécuter et enclencher une procédure judiciaire ensuite. Vous savez, j'aime pas parler de Paul et de Pierre. Oui, mais c'est ça, ce sont les deux cas les non, plus... c'est pas, il y a 80 cas. Oui, mais ce sont les cas les plus emblématiques. Voilà. Hier, il y a M. Sako qui a été expulsé 6 heures de préavis, qui était un ancien fonctionnaire de l'État, qui a pris là, qui a... Donc, ne personnalisons pas. C'est normal, j'aime pas personnaliser. C'est normal, 6 heures de préavis. Attendez, mon frère Sellou, il a le droit, parce qu'il a des documents qui ont été signés par des gens qui représentaient, qui parlaient au nom de l'État. Vous comprenez? Et un décret du président, d'ailleurs. Et M. Sidia aussi. Mais ça ne leur donnait pas le droit de refuser d'obtempérer à une décision administrative. Maintenant, vous parlez de procédure. Si c'était moi, Sidiki, qui devais ouvrir une procédure, je partais à la chambre administrative de la Cour suprême pour attaquer l'acte administratif. Il y a une possibilité de saisir cette juridiction qu'ils ont saisie. Mais sauf que la procédure par laquelle ils l'ont saisie n'était pas la bonne. Pourtant, et la décision de justice de dire incompétent. Maître Amadou Diallo, attendez, Maître Amadou Diallo dit que leur recours ne visait pas l'annulation d'un acte, mais visait plutôt la suspension de son exécution. D'un trouble de ce qu'il a appelé. Donc, du coup, ils étaient habilités à saisir le tribunal de première instance. C'est son argument. Voilà, il dit que vous savez, vous n'allez pas m'opposer à Maître Diallo. Le juge s'est dit incompétent. Il sait pourquoi il s'est dit incompétent. Pourquoi? Vous comprenez? Si l'acte était parti où il devait partir, de façon institutionnelle, le juge n'aurait pas osé. Leur premier responsable de la chambre administrative de la Cour suprême n'aurait pas osé se déclarer incompétent. Mais si le juge lui-même ignore. Et s'il est compétent, il allait prendre des mesures conservatoires avant d'aller au fond. Donc, laissez tomber ça. Mais vous, nous, on ne va pas rentrer dans des commentaires. Concrètement,
Quel est le gain politique que gagne le CNRD en faisant ces actes? Aucun gain. Quel est le gain politique? Aucun gain politique. Quand les bâtiments de l'État sont libérés, les leaders, disons, expulsés de leur résidence, quel est le gain politique? Monsieur Kaba, je ne suis pas l'avocat du CNRD, je ne suis pas l'avocat des victimes. Vous comprenez? Mais vous êtes républicain. Donc, moi, je souscris pour une démarche. Demain, si je suis président de la République, je récupère tous les biens de l'État. Mais moi, je ne ferai pas comme eux, ils ont fait. Je vais ouvrir une procédure régulière et les récupérer. On va parler tout à l'heure de la CRIEF. Il nous reste 5 minutes. Un petit commentaire peut-être Oui, un commentaire, peut-être pas forcément une question. CRIEF. Monsieur CRIEF, une question à Monsieur Diallo. Oui, mais Monsieur Sideri, vous êtes juriste. Aujourd'hui, l'État guinéen est engagé à traduire les supposés, les présumés coupables d'actes de détournement, de blanchiment d'argent devant la CRIEF. Est-ce que vous êtes fait une lecture de la situation? Oui, j'analyse la situation à tout moment. Et quelquefois, je vous en veux, vous. Vous, les journalistes, vous interférez de façon très dommageable dans une activité qui devait être rendue moins publique. Décidément, c'est le mot de passe du jour. Très dommageable. Très dommageable. Allez. Parce que pourquoi? Ces gens-là, c'est d'abord des hauts cadres de la République. Ces gens-là, c'est des pères de famille. Et ces gens-là doivent répondre à des faits qu'on peut demander à n'importe quel citoyen du monde. On a demandé à des présidents en exercice dans les pays les plus puissants et les plus civilisés. On a interrogé un président qui a la plus grande puissance nucléaire au monde. Donc personne ne peut se dire je suis au-dessus de cet exercice-là. Mais lorsque les médias créent une focalisation sur l'événement, combien de gens, de citoyens guinéens sont jugés et condamnés tous les jours dans les juridictions? Quand Sarkozy, quand Sarkozy est convoqué à la justice, exactement. Mais ça fait la une. Tous les médias, c'est la une. C'est ça le problème des médias, que ce soit ici ou ailleurs, c'est la même chose. Ici ou ailleurs, c'est pas votre plaie seulement. C'est pas une singularité. Qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire, vous transformez un débat simple citoyen en un problème national. Donc on est d'accord. Et des fois, vous créez un état émotionnel au niveau des magistrats qui ne permet pas à certains d'avoir la sérénité d'examiner. La justice est humaine aussi. Elle est humaine. Vous êtes d'accord que ce n'est pas une singularité guinéenne? Non, c'est tous les médias. Il nous reste 3 minutes. Il nous reste 3 minutes. Non, en fait, M. Sidiki, peut-être que nos formations diffèrent. Chez nous, on dit les grands noms font les grands titres, les grands S font les grands titres. Ouais. Les 3 grands S sont le sport, ça fait des grands titres, le sang, ça fait des grands titres, et le sexe, ça fait des grands titres. Bien sûr. Donc nous ne sommes que dans la doctrine dans laquelle on a été moulé. C'est votre travail, ensuite, mais soyez plus indulgents. Ensuite, imaginez qu'on demande des comptes à nos dirigeants. Je pense que ce n'est pas chose habituelle aussi. Vous faites allusion à Donald Trump qui a été interrogé parfois même publiquement, qui a été dénoncé publiquement, et c'est l'une des plus grandes puissances mondiales, mais il a quand même rendu des comptes. Bien. Et je pense qu'il a accepté d'être parfois à la place publique parce que c'est l'un des tout premiers amendements de la Constitution américaine. Bien. Pour que la population soit bien informée. Mais bon, le défilé des anciens membres du gouvernement, ça vous dit quelque chose? Oui, c'est une leçon pour tous les politiciens. Tous ceux qui veulent diriger ce pays demain, ils doivent savoir si tu es monté au gouvernement avec 10 francs et qu'à la fin on te retrouve avec 100 milliards, tu vas défiler devant les... Sauf qu'on ne sait pas avec combien ce gouvernement est monté parce qu'il n'y a pas de déclaration de biens. Mais non, attendez. L'actuel gouvernement. Moi j'ai même conseillé certains officiers de gendarmerie, allez-y à la Cour des comptes, qui est la plus moribonde des juridictions, demandez-leur la déclaration de biens des différents ministres. Alors, si ils n'ont pas fait la déclaration de biens, c'est qu'ils ont violé la Constitution. Ils sont poursuivables pour ces infractions-là. Alors, voilà. Je vais juste vous dire qu'hier, par exemple, selon nos informations, on défilait devant la commission d'investigation de la gendarmerie, mon professeur Banobari, le docteur Rémi Lama, le ministre Tibou Kamara, le ministre Saïd Oumar Koulibaly, le ministre Gabriel Curtis et mon professeur de droit à l'école professionnelle Damantan Kamara. Ouais.
En fait, c'est des personnes respectables qui ont quand même servi ce pays-là. Donc, on devait faire la procédure là, parce qu'aujourd'hui, on est au niveau des enquêtes préliminaires. Après, on va aller certainement à l'instruction. Donc, tant que c'est à ce niveau, ça devait être très sobre. Et parce que ici, aujourd'hui, il y a certains de vos confrères qui prennent des lignes. C'est comme si déjà le verdict est tombé, les gens sont coupables. Donc, c'est ce qu'il faut éviter. Donc, si ils les vendent déjà à la population, après, le Guinéen, tout ce qui est dit à la radio est censé être vrai. Bien. Après, on va dire, ouais, ils sont détournés, ils ont fait ça. C'est ce qui n'est pas bien. Bien. Voilà. Alors, peut-être dernier mot sur la suite de la transition en 30 secondes avant de vous laisser partir. Voilà, moi je pense que le président doit exiger et même insister sur le principe du respect des procédures. Quel que soit ce qu'on sait de l'autre, tant qu'il n'est pas déclaré par le juge qu'il est coupable de ça, il ne l'est pas. La présomption d'innocence. Donc on retrouve des milliards dans le compte de quelqu'un, il n'est pas coupable de détournement tant que le juge ne l'a pas culpabilisé. Bien. Vous voulez récupérer les biens de l'État, tout le monde vous accompagne, y compris même ceux qui détiennent les biens. Mais faites la procédure qu'il faut. Sinon, si vous ratez 2 ou 3 ou 4 virages de procédure, finalement, on va douter de la transition. Bien. Et ce n'est pas dans notre intérêt. Peut-être que c'est trop tôt, mais est-ce que vous voyez candidat à la prochaine élection? Ben, ça dépendra. Je suis un leader politique. Lorsque les besoins s'imposent, au moment venu, le parti définira ce qui est plus réaliste, quoi. Voilà, c'était donc Boubacar Sidiki Diallo, président de l'UMP. Il était donc de passage dans cette émission Mirador. Merci d'être passé. À très bientôt pour un autre numéro au Mirador avec vous. Le temps pour nous justement de passer à notre deuxième invité du jour pour parler droits de l'homme.